Eh bien, bienvenue à cette session que j'ai intitulée du JDK 21 au JDK 25, durant laquelle on va parcourir un petit peu les fonctionnalités qui nous seront proposées quand on migrera d'un JDK 21 au JDK 25. Donc, on est habitué maintenant, hein, depuis quasiment presque 8 ans, pas tout à fait 8 ans, on a ce nouveau rythme de release de Java où on a une version tous les 6 mois. En 2025, la version LTS courante, c'est le JDK 21, qui a été Moi, diffusée. Jean-Michel, Ouais, est-ce que tu pourrais mettre ta caméra, s'il te plaît? Si tu peux. ouais, ouais, je peux. Super. Attends, je bascule juste. Zoom. Tac, 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 tac. Hop, voilà. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, Hop, on te ok. voit. Merci beaucoup. Euh, donc oui, cette version 21 a été diffusée en septembre 2023. Et on a tous les 6 mois une nouvelle version. Alors maintenant, on est habitué, mais c'est des versions non LTS qui sont diffusées jusqu'à la prochaine version LTS. Donc on a eu le JDK 22, 23, 24, respectivement au mois de mars, septembre 2024, et le JDK, je dirais, courant, non LTS, diffusé en mars 2024. Et puis, au mois de septembre de cette année, on aura la version 25 de Java qui est un peu particulière parce qu'elle est LTS. Alors, la grande différence, hein, entre une version LTS et non LTS, c'est la durée durant laquelle on va avoir à notre disposition des patchs. Pour des versions non LTS, c'est jusqu'à la prochaine version non LTS, donc ça veut dire jusqu'à 6 mois ou la prochaine version LTS. Et ce qui est plutôt la cible des entreprises, si on se cale sur des LTS, on a des patchs jusqu'à la prochaine, au moins jusqu'à la prochaine version LTS. Alors, deux petits avertissements. La première, c'est qu'habituellement, je parle plutôt de sujets présents ou passés. Et dans cette présentation, je vais parler de quelques sujets du futur. Alors, d'un futur assez proche, puisque je vais parler de choses de septembre 2025. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le JDK 25 n'est pas sorti encore. Il n'est pas encore non plus dans sa période de freeze. Donc, ça veut dire qu'on a déjà une certaine idée des fonctionnalités qui nous seront proposées. Pas forcément de toutes. Ce qui fait que tout ce que je dirais par rapport au JDK 25 pourrait évoluer, voire éventuellement pour certaines être retiré. C'est rare, mais ça arrive. Voire éventuellement ajouter d'autres fonctionnalités jusqu'à au moins la période de freeze. Et puis la deuxième, c'est que je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités, parce que vu le délai que j'ai, c'est impossible. Vous verrez tout à l'heure, et on l'a déjà vu dans la journée, notamment avec José les gazereurs et Rémi avec les scope value. Ils nous en ont parlé pendant à peu près 1 heure. Moi, je vais avoir 1 heure pour brosser un petit peu toutes les fonctionnalités couvertes dans les 4 JDK. Donc, ça sera plutôt une overview. Alors justement, si on regarde un petit peu rapidement les différentes fonctionnalités, en tout cas des statistiques sur ces fonctionnalités qui nous sont proposées dans les 4 JDK, donc le 22, le 23, le 24, on voit qu'on a un certain nombre de fonctionnalités qui nous ont été directement proposées en standard. On voit aussi qu'on a certaines qui ont été promues en standard. C'est celle sur laquelle je vais essentiellement m'intéresser. Et puis, on a toujours des fonctionnalités qui peuvent rester soit en incubation, soit en preview, soit éventuellement en expérimental, qui peuvent être reconduites sur différents JDK avec parfois des évolutions jusqu'au moment où elles sont promues standard. Alors, je suis Jean-Michel Doudou, je suis directeur technique chez Siam. Alors, Bernard l'a dit ce matin en introduction, on fête les 30 ans de Java. Alors, moi, j'ai pas tout à fait 30 ans de Java. J'ai 29 ans de Java. J'ai commencé avec la version 1.0.1. Et puis, il y a un petit peu moins de 25 ans, j'ai commencé à écrire un didacticiel que j'entretiens régulièrement, même si ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de nouvelles versions. Qui à l'heure d'aujourd'hui couvre beaucoup de sujets, pas tous malheureusement, à mon grand regret, mais j'y travaille, qui fait 4200 pages, qui s'intitule Développement en Java. Vous pouvez le retrouver sur mon site web. Je fais aussi différentes choses, notamment j'ai été cofondateur de Orange Jug. Je parle parfois, comme aujourd'hui, à des conférences. Et avec tout ça, j'ai été élu Java champion en 2014. Alors, on va s'intéresser à deux grandes parties. La première, alors qui intéresse souvent les développeurs, c'est tout ce qui concerne la syntaxe et les API. D'accord? Donc, on va brosser un peu rapidement les différentes JEP standards qui nous sont proposés par rapport à ces deux sujets. Et puis, une deuxième partie, moi, que j'affectionne plus particulièrement et qui souvent est parfois négligée, c'est les fonctionnalités, en fait, qui peuvent vous donner de la matière pour justifier la migration ou
qui devront être prises en compte pendant cette migration. Donc, on parlera de diverses évolutions dans l'API Java Core, de fonctionnalités dépréciées, de fonctionnalités retirées. Alors, celles-là, si elles sont encore utilisées, ben, elles peuvent poser des problèmes à la migration et il faudra en tenir compte. Des évolutions aussi dans la JVM Hotspot. Ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être mises en avant pour justifier la migration. C'est parfois difficile de justifier une migration juste au travers d'éléments syntaxiques ou de nouvelles API, sauf si elles sont vraiment requises. Des évolutions dans les outils du JDK et un autre argument aussi qui peut être assez intéressant pour justifier une migration, c'est des choses qui concernent la sécurité. Et puis, on brossera rapidement la liste des fonctionnalités qui sont pour l'instant prévues en preview et en incubation dans le JDK 25. Alors, si on s'intéresse d'abord aux choses syntaxiques, on a 5 fonctionnalités. La première, c'est Unnamed Variables and Patterns, qui a été introduit en preview dans le JDK 21 et qui est en standard depuis le JDK 22 dans la JEP 456. L'idée, c'est d'enrichir le langage d'une syntaxe qui vont nous permettre d'exprimer des patterns inutilisés dans des records patterns imbriqués ou des variables inutilisées qui doivent être déclarées. Avant cette JEP, il fallait obligatoirement leur donner un nom. Alors, des fois, c'est toujours un peu embêtant de trouver des noms. Là, en fait, on va avoir une syntaxe qui va utiliser le 51e mot-clé réservé de Java, l'unique caractère underscore, introduit en tant que mot-clé réservé dans Java 9. Et du coup, on a 3 patterns qui vont être utilisables, même parfois plusieurs fois dans la même portée, puisque ça va déclarer des variables qui ne sont pas utilisées, donc dont on n'a pas besoin de faire une référence. Donc le premier, c'est un unnamed pattern. L'idée, c'est d'indiquer un pattern inconditionnel qui ne correspond à rien, qui va être utilisable dans un pattern imbriqué à la place d'un type ou d'un record pattern. Pour illustrer ça, ici, j'ai 2 records, un premier record de grade et un deuxième record employé qui contient lui-même en attribut, en composant quelque chose de type grade. Je crée une instance d'employé et je fais du pattern matching avec l'opérateur instance of, mais je n'ai besoin ici que des composants nom et prénom et le grade, je n'en ai pas l'utilité. Eh ben, je peux simplement remplacer, puisque là, c'est carrément le pattern, plutôt que d'avoir à le définir, comme j'en ai pas besoin, on peut mettre directement underscore. Second pattern, un name pattern variable. Là, on va pouvoir l'utiliser avec tous les types de patterns. Donc là, c'est pour déclarer une variable dans un pattern qui n'est pas utilisé. Si je reprends mon exemple, je refais du pattern matching sur mon type employé, et là, le seul composant dont j'ai besoin, c'est le nom. Eh bien, je peux faire var underscore pour indiquer que effectivement le type pattern ici de prénom, j'en ai pas besoin, donc je mets un underscore. Dernière possibilité, c'est des unnamed variables. L'idée, c'est de déclarer une variable qui éventuellement peut être initialisée, mais qui ne sera pas utilisée dans le code, notamment dans un bloc de code pour une déclaration de variable locale, dans un try with resources, la déclaration de ressources en try with resources, dans l'entête d'une boucle for ou for améliorée, dans une exception d'un bloc catch. On a vu un exemple tout à l'heure dans la présentation précédente, et aussi pour indiquer un paramètre formel d'une expression lambda dont on n'a pas l'usage. Un petit exemple qui illustre ça, alors c'est vraiment un exemple pédagogique, mais on voit que j'utilise dans différents contextes ce caractère underscore pour déclarer des variables locales dont on n'a pas l'utilité. C'est particulièrement utile dans des switches avec du pattern matching sur des types scellés. Si je définis une interface scellée de type forme qui permet 3 implémentations, cercle, carré, rectangle, et que je définis une méthode qui ne va traiter que les formes rondes, par exemple, pour les afficher. Donc, j'attends en paramètre quelque chose de type forme, j'applique du pattern matching dans un switch, et si c'est un cercle, effectivement, je l'affiche, et si c'est un carré et un rectangle, je ne fais rien. Alors, évidemment, ici, comme on est sur un type scellé, on a l'obligation, pour ne pas avoir d'erreur de compilation, de faire du pattern matching sur tous les types. Et comme on ne peut pas avoir plusieurs patterns nommés dans un même case, on est obligé d'avoir 2 cases distincts ici pour carré et rectangle. Alors, on pourrait être tenté d'utiliser le default pour se dire, OK, bon, je suis un cercle, je l'affiche, et dans les autres cas, je ne fais rien. Le problème, si on fait ça, c'est qu'on a un risque. Ce risque, c'est que si j'ajoute une nouvelle forme ronde, par exemple un ovale, eh bien, il tombera dans le cas default. Ce n'est pas forcément ce qu'on voudrait. Eh bien, on va pouvoir utiliser ici les unnamed variables pour déclarer sur un même case le fait que dans le cas carré et rectangle, je ne fasse rien, et que du coup, si j'ajoute mon type ovale,
j'aurai pas de souci. Enfin, en tout cas, il y aura une erreur de compile qui nous indiquera que le cas n'est pas pris en compte dans le switch. Troisième fonctionnalité, via la JEP 467, on va avoir la possibilité de rédiger des commentaires de documentation en utilisant Markdown. Alors, on a des commentaires de documentation dans le code Java depuis la version 1.0. Ça nous permet de générer une documentation en HTML avec un outil Javadoc. Comment on identifie historiquement ces commentaires? Slash étoile étoile, les différentes informations, et on finit par étoile slash. À l'intérieur de ce commentaire, on peut mettre différentes choses, du texte évidemment, on peut le formater avec des tags HTML, et on a aussi un ensemble de tags Javadoc particuliers qui nous permettent de définir des métadonnées qui pourront être exploitées par Javadoc lors de la génération de la documentation. Ça, on le connaît bien. Et en 95, quand ça a été introduit, probablement qu'HTML était un bon choix. À l'heure d'aujourd'hui, en 2024 ou 2025, il y a un certain nombre de langages qui utilisent Markdown pour avoir des fonctionnalités similaires pour la rédaction de la documentation, notamment en Kotlin, en Golang ou en Rust, par exemple. Donc l'idée, c'est d'être capable d'utiliser Markdown, qui est un langage de balisage léger, largement utilisé, notamment pour créer des documents texte formatés, j'aurais tendance à dire avec un formatage assez simple. Eh ben, à partir du JDK 23, on a la possibilité de définir des commentaires de documentation qui seront exploités par Javadoc, dans lequel le formatage sera fait en Markdown. Plutôt que d'utiliser, historiquement comme on l'a fait, de l'HTML. Alors l'idée, c'est pas de remplacer les balises HTML et Javadoc, mais plutôt de permettre trois combinaisons. Continuer à utiliser HTML comme on le faisait jusqu'à maintenant, d'utiliser Markdown uniquement, mais en Markdown, pour pallier parfois à certaines limitations de Markdown, on peut aussi utiliser de l'HTML. Par contre, en HTML, on ne pourra pas, ou en tout cas, ils ne seront pas interprétés, on ne pourra pas s'attendre à ce que le marquage Markdown soit interprété. Alors, cette syntaxe, comme Markdown n'est pas forcément standardisé, c'est une variante de commande mark avec des améliorations un petit peu spécifiques pour prendre en charge les liens, notamment vers les différents éléments du programme dans la Javadoc. Et puis, il y a aussi un support des tableaux simplifiés de GitHub, les GitHub Flavored Markdown. Si on regarde un petit exemple, on voit que, il y a un nouveau marquage qui doit être fait des commentaires, c'est un triple slash qui indique que les commentaires de documentation seront exprimés en Markdown avec éventuellement de l'HTML. Si on veut faire un saut de ligne, c'est du Markdown, il faut mettre une ligne vide ou éventuellement, parce que c'est supporté aussi par Javadoc, mettre un anti-slash à la fin de la ligne précédente. On peut déclarer de manière simple un tableau avec la syntaxe de GitHub. On peut bien sûr utiliser les fonctionnalités de formatage de Markdown, ici la mise en gras ou l'italique. On peut définir des puces assez simplement. On peut avoir un lien aussi avec une paire de crochets, ce qui facilite la déclaration de liens vers d'autres éléments de la documentation qui sera générée. On peut écrire du code avec un backslash ou un bloc de code avec un triple backslash. Ou on peut aussi utiliser les triples tildes. Et puis, on peut toujours utiliser, comme on le faisait avant historiquement en HTML, les tags Javadoc pour continuer à fournir les métadonnées. Quatrième évolution syntaxique, on a l'import des modules dans la JEP 511. Alors historiquement, on peut faire des imports de type, soit de tous les types d'un package en utilisant l'étoile, soit en précisant le nom pleinement qualifié du type. Et puis depuis Java 5, on avait aussi la possibilité d'importer les membres statiques, donc de mettre le nom pleinement qualifié d'une classe suivi de étoile avec un import statique, ce qui va nous permettre d'invoquer directement ce membre statique dans le code ou de préciser membre par membre, le nom pleinement qualifié, plus le membre statique auquel on veut faire référence. Avec cette nouvelle JEP, le but, c'est de nous proposer la possibilité d'importer tous les types publics des packages qui sont exportés par un module en une seule instruction, au lieu d'avoir à importer explicitement les types utilisés. On a eu deux previews dans le JDK 23 et 24. Ça devrait être en standard dans le JDK 25 via la JEP 511.
La syntaxe, c'est import module suivi du nom du module. Donc ici, si je prends un petit exemple qui importe différents types de packages Java Util et Java Util Stream, eh ben, on peut le remplacer, ou on pourra le remplacer dans le JDK 25 par un import module Java Base, puisque tous ces packages sont dans le module Java Base. Quand on fait un import comme ça d'un module, il importe aussi automatiquement les types des dépendances transitives. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui fait que si, par exemple, on avait besoin historiquement d'importer les types de java.sql et de javax.sql, et ben maintenant, on peut directement faire un import module de java.sql, puisque ce module expose transitivement des dépendances vers ces deux packages. Ce qui est intéressant, c'est que cette fonctionnalité, on peut l'utiliser dans des classes qui ne sont pas explicitement dans un module. Donc, ça veut dire qu'on peut, par exemple, les utiliser dans des classes qui sont dans des unnamed modules, des classes qui seront dans le ClassPass. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Il nous reste quand même un petit souci, c'est que le fait comme ça d'importer des modules peut nous engendrer des cas d'import ambigus. L'importation de modules peut avoir pour effet, par exemple, d'importer plusieurs packages qui contiennent chacun un nom de classe identique. Donc, on pourra avoir une collision de noms de classe. Et bien, du coup, comment on peut faire pour résoudre ça? Eh ben, il suffit d'utiliser une déclaration d'importation de type unique. Donc, si je prends un exemple, j'ai ici une petite classe qui importe deux modules, Java Base, Java Desktop, et je demande la définition d'une variable de type list. Là, j'ai une erreur de compile parce que le type list, il est ambigu. Il est ambigu parce que soit je vais avoir Java Util List, qui provient du module Java Base, soit je vais avoir Java AWT List, qui provient du package Java Desktop. Pour résoudre ça, ben, une fois qu'on a mis nos imports de modules, on peut explicitement préciser l'import du type concerné. Ici, par exemple, si je veux que ça soit Java Util List. Et depuis le JDK 24, on a aussi un support, ce qui n'était pas le cas précédemment, de l'utilisation de l'étoile. Donc ici, si je fais un port Java util étoile, il va prendre implicitement le type Java util list. Dernière chose qui a été ajoutée depuis le JDK 24, maintenant un module peut déclarer une dépendance transitive vers java.base, ce qui fait que depuis le JDK 24, on peut faire un import du module Java SE, car le module Java SE requiert transitivement Java Base. Alors attention, petite restriction, ça ne marche que pour des modules qui requièrent le module java.se, parce que c'est un module qui n'est pas lu automatiquement, donc ça veut dire qu'il faut obligatoirement déclarer sa dépendance, ce qui fait que cette fonctionnalité-là ne marche pas dans un même module. Dernière fonctionnalité, ça a été un petit peu évoqué à la présentation précédente, on a la JEP 512. Alors, ça nous a été expliqué un petit peu tout à l'heure. On a un Hello World, c'est très compliqué. Un Hello World, il y a beaucoup de choses, beaucoup de notions de classe, de visibilité, la notion de statique, un tableau, même système.out pour un println est assez compliqué, notamment pour des débutants. Donc là, l'idée, c'est de nous proposer une évolution du langage pour simplifier les programmes simples et faciliter l'apprentissage des débutants avec le langage Java. On a une première preview dans le JDK 21 sous la dénomination Unnamed Class and Instance Main Method dans la JEP 445. On a eu trois previews supplémentaires dans les JDK 22 à 24 sous le nom Implicitly Declare Class and Instance Main Method. Et en Java 25, elle devrait être standard de nouveau sous un nouveau nom, Compact Source File and Instance Main Method. Qu'est-ce que ça nous apporte? La première chose, c'est dans la méthode main, on a quatre formes autorisées maintenant. Historiquement, ça devait forcément être une méthode statique. Maintenant, ça va pouvoir être une méthode statique ou d'instance et qui pourra avoir ou pas des paramètres en fonction des besoins. Et en termes de visibilité, on peut utiliser toutes les visibilités sauf privé, basiquement. Ce qui fait qu'on peut commencer à simplifier un petit peu notre exemple Hello World de cette manière, donc simplement en déclarant void main et de mettre le code qu'on souhaite voir exécuter. La sélection, elle se fait comment au niveau de la JVM? La première, c'est qu'elle va tenter de rechercher une méthode candidate avec le nom main qui possède un tableau de string ou équivalent, par exemple avec un vararg. Si elle existe, elle est invoquée. Si elle n'existe pas, il va rechercher une méthode candidate sans paramètres. Et s'il ne la trouve pas, il y aura une erreur.
Ça marche parce que il peut pas y avoir la même signature sur une méthode statique et sur une méthode d'instance. Sinon, on aurait déjà une erreur de compilation. Deuxième chose aussi, on a la déclaration implicite d'une classe dans le package par défaut. Donc, on n'est plus obligé de déclarer une classe. On pourra directement fournir la méthode main, comme on vient de le voir. Alors, la JVM en requiert une, donc elle sera générée à la compilation, et c'est la discrétion du compilateur de lui déterminer un nom. C'est généralement le nom du fichier source, s'il y en a, mais ce n'est pas une obligation. Donc, on peut simplifier notre Hello World de cette manière-là. Le nom du fichier source est libre, on peut mettre le nom qu'on veut. Il y a l'obligation d'avoir un constructeur par défaut qui sera créé par le compilateur. Par contre, on ne peut pas avoir d'autres constructeurs puisqu'on ne connaît pas le nom de la classe qui sera générée. On peut avoir des membres, évidemment. Donc, on peut avoir un Hello World un petit peu comme ça. J'ai une méthode main, je définis un membre statique, je peux même définir une autre classe si je le souhaite et invoquer ces fonctionnalités. Évidemment, comme on ne connaît pas le nom de la classe, on ne peut pas faire de référence à des méthodes statiques vers cette classe et on ne peut pas écrire de Javadoc puisqu'on n'a pas de classe. En tout cas, le nom est explicite de la classe. Dernière chose, dans une classe déclarée implicitement, on a un import automatique du module JavaBase. Ça a changé un petit peu par rapport à ce qui était proposé précédemment en JDK 24, mais on va pouvoir profiter automatiquement, grâce à l'import de ce module JavaBase, sans avoir à rajouter d'import supplémentaire, d'utiliser des classes, des packages du module JavaBase. Donc ici, j'utilise les collections et l'API Stream pour faire un petit traitement. Vous voyez que j'ai aucun import à faire parce qu'il y a un import automatique dans une classe qui est implicitement déclarée du module JavaBase. On peut l'exécuter, comme on l'a vu dans la présentation précédente. On peut aussi quand même le compiler si on le souhaite. De nouveau, le compilateur générera une classe. Et puis, petit changement, on l'a vu aussi dans la présentation précédente, on a une nouvelle classe, javalang.io, qui propose trois méthodes pour interagir avec la console, soit afficher ou afficher avec un retour chariot, ou soit faire saisir des données. Quelque chose qui a changé, c'est que on avait un import statique des méthodes. Là, la classe a changé de package, elle est dans Javalang, et du coup, maintenant, on ne peut plus simplement, comme on pouvait le faire en JDK 23 ou 24, mettre println. Comme il n'y a plus l'import statique, on est obligé de repréfixer l'invocation ici de la méthode println par la classe IO. Et puis, bien sûr, on peut l'utiliser pour afficher ou saisir des informations. Une dernière fonctionnalité syntaxique, la JEP 513 Flexible Constructor Body. L'idée, c'est que historiquement, la première instruction d'un constructeur est obligatoirement l'invocation d'un constructeur de la classe ou de sa superclasse. Explicitement, en utilisant this avec une paire de parenthèses et éventuellement les paramètres, ou super avec une paire de parenthèses. Si on ne le fait pas explicitement, ça sera fait implicitement avec le constructeur par défaut par le compilateur. Tout ça afin de garantir l'utilisation des champs, pour qu'on ait une garantie que quand on utilise une instance, les champs soient correctement initialisés. Alors c'est parfois contraignant. Typiquement ici, dans l'exemple, on invoque le superconstructeur, mais on voudrait lever une exception si ici la valeur est négative. Là, ici, l'inconvénient, c'est que on va pouvoir faire le contrôle, mais après avoir invoqué le superconstructeur. Et ce superconstructeur, il peut faire des choses plus ou moins importantes et pas forcément utiles, notamment parce que si la valeur est négative, on voudrait ne pas créer l'instance. Alors, on avait des solutions avant, mais pas forcément élégantes, notamment ici en définissant une méthode statique, privée, et qui retourne la valeur si elle est bonne, qui fait des contrôles, qui lève l'exception, et que l'on passe en paramètre ici de super. C'est pas super élégant. Là, l'idée, c'est de réduire la verbosité et la complexité du code qui vont nous permettre de placer des instructions avant l'appel explicite du constructeur. On a une première preview dans le JDK 22 sous un nom différent, c'était instruction before super. On a eu deux autres previews dans les JDK 23 et 24 et ça devrait être standard dans le JDK 25. Alors, l'idée, c'est que on va pouvoir exécuter des traitements avant d'invoquer
explicitement le constructeur, avec quand même une restriction, c'est qu'on ne pourra pas référencer l'instance en cours d'initialisation, mais on pourra quand même initialiser des champs de la même classe. Donc, si je reprends mon petit exemple ici, maintenant, on peut faire le contrôle et la levée de l'exception si ce contrôle échoue avant d'invoquer le superconstructeur. Pour illustrer le deuxième exemple, historiquement, ici, j'ai une classe mère avec une méthode affichée qui est invoquée dans le constructeur. Je définis une classe fille qui définit un champ final. Je passe une valeur au travers du constructeur, j'initialise la variable et historiquement, on était obligé d'invoquer le superconstructeur. Et puis, on redéfinit la méthode affichée en affichant la taille. Si on exécute ça, alors ça peut paraître bizarre, mais ça respectait les specs, on a 0 comme valeur. Avec le JDK25 et cette nouvelle fonctionnalité, si je reprends exactement le même exemple, je vais pouvoir initialiser mon champ taille avant l'invocation du superconstructeur. Et si j'exécute le code, là maintenant, il m'affiche bien la bonne valeur. Des choses relatives aux API, on en a trois essentiellement. La première, c'est l'API FFM, Foreign Functional Memory API. C'est une API de bas niveau qui va nous permettre de manière simple, sûre et efficace d'accéder à des données, notamment hors du heap, même si elle permet aussi des accès dans le heap, de manière sûre et performante, ce qui va pouvoir nous permettre d'utiliser cette API en remplacement de Sunmisk Unsafe, qui n'est pas standard et qui devrait ne plus nous être accessible, et de remplacer Java NIO Byte Buffer, qui n'était pas performante, mais qui était un peu plus sûre, en tout cas, que Unsafe. Et puis aussi d'invoquer du code natif, ce qui sera, ou qui est une alternative à l'API JNI historique introduite depuis Java 1.1. Alors, c'est une API qui a eu une longue histoire parce qu'elle a débuté en Java 14. Je vais pouvoir faire tout l'intégral de l'historique, mais elle a eu un temps de maturation assez long. Et elle est en standard depuis le JDK 22. Attention, l'utilisation de cette API requiert une bonne connaissance des mécanismes natifs de bas niveau, notamment la notion d'adresse, de segment, d'alignement et de format de données. C'est une API assez riche qui est dans le package Java Lang Foreign du module Java Base, qui définit un certain nombre de classes et d'interfaces pour contrôler l'allocation et la désallocation de mémoire étrangère, notamment au travers de memory segment, segment allocator et Arena, qui vont gérer la portée des données qu'on va définir et d'assurer leur récupération, parce que là, on parle de données off-heap, donc forcément hors du scope du garbage collector. On a aussi des fonctionnalités pour manipuler une structure en mémoire, plutôt que de le faire octet par octet, ce qui est parfois un petit peu fastidieux. On a le type memory layout et des types dérivés pour faire ça. On a un ensemble de fonctionnalités pour gérer l'invocation de code natif, avec les types symbol lookup, function descriptor et linker. Et c'est une API qui s'appuie sur des fonctionnalités d'invoke dynamique, notamment les var handle pour l'accès aux données et des méthodes handle pour l'invocation de méthodes. Attention aussi à une petite chose, je reviendrai dessus un peu plus en détail tout à l'heure au travers d'une autre JEP, mais pour s'éviter les ennuis dans un futur, il faut utiliser l'option -enable-native access. Si on ne le fait pas à l'heure d'aujourd'hui, on a un warning, mais dans un futur proche, pour des raisons de sécurité qui ont été évoquées par Bernard en début de matinée, il va falloir autoriser l'utilisation de ces fonctionnalités qui sont potentiellement risquées et dangereuses et qui peuvent réduire l'intégrité de certaines fonctionnalités. Vous avez un exemple ici, typiquement, sur des données du ClassPass, donc avec des unnamed modules. Il suffit simplement de préciser les modules concernés. Ici, all unnamed module si je suis dans le ClassPass. Un petit exemple pour illustrer un petit peu l'utilisation. Je ne vais pas forcément le détailler, mais on charge la bibliothèque, on recherche la fonction. Ici, comme je suis sous Windows, c'est une message box A qui est une boîte de dialogue standard, basique. On fournit une description des paramètres et de la valeur de retour de ces fonctions. On obtient une instance de linker. On a une fabrique pour ça, la plus facile, native linker. De ce linker, on invoque la méthode downCallHandle, puisqu'on va appeler du code Java vers du code natif. On lui passe deux choses, l'adresse de la fonction et la description. On définit une zone de données au travers d'une area. Ici, on a une fabrique of-config qui va nous dire dès que le code dans le try with resources est exécuté, la mémoire sera récupérée. On définit deux chaînes de caractères. Alors, vous voyez qu'il faut les transformer. Il faut les transformer parce que
le format des chaînes de caractères en Java et en natif sont différents. Du coup, on peut invoquer enfin notre méthode avec invoke et si on exécute ce code, on a la petite boîte de dialogue affichée. Les gaz erreurs, JEP 485, on a l'API Stream depuis Java 8 qui fournit un ensemble complet mais fixe d'opérations pour faire des opérations intermédiaires ou de terminal pour filtrer, transformer, effectuer des opérations de tri ou de réduction. Mais ce nombre d'opérations empêche parfois d'exprimer certains traitements plus ou moins complexes. Alors, au cours du temps, hein, on a eu différentes fonctionnalités supplémentaires qui nous étaient proposées dans le stream, mais ce n'est pas forcément une solution maintenable dans le temps. Donc là, l'idée, c'est de proposer une opération intermédiaire Gazer dans l'API Stream, extensible, qui va nous permettre d'exprimer quasiment toutes les implémentations qu'on voudrait d'une opération intermédiaire en utilisant l'API Gatherer. On peut faire un parallèle un petit peu entre cette API Gatherer pour les opérations intermédiaires avec l'API Collector qui existe historiquement pour les opérations terminales. On a eu deux previews dans le JDK 22 et 23. Elle est standard depuis le JDK 24 et je ne détaille pas plus. Si vous souhaitez avoir plus de détails, soit vous avez assisté à la présentation de José ce matin, soit je vous encourage à aller voir le replay. Autre API, l'API ClassFile, JEP 484. Alors, dans l'écosystème Java, on a différentes bibliothèques open source qui nous permettent de manipuler du bytecode parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant au niveau de Java. C'est l'aspect un petit peu dynamique et la capacité à manipuler du bytecode. Alors, on a différentes bibliothèques hein, qui permettent de faire ça, ASM, BCEL, Java 6, ByBuddy, il y en a d'autres. Elles sont largement utilisées hein, alors d'aujourd'hui par beaucoup de frameworks. Et même le JDK en interne utilise ASM. Alors le problème, c'est que le JDK en lui-même, il utilise une version N-1 d'ASM dans la version N du JDK. Là, l'idée, c'est de fournir une API en standard pour manipuler les fichiers de classe Java pour nous permettre l'analyse, la génération et la transformation de bytecode. On a eu deux previews dans le JDK 22 et 23. Elle est devenue standard dans le JDK 24 et elle est dans le package javalang.classfile. C'est une API assez riche qui permet un accès random ou séquentiel à différents éléments qui sont modélisés dans ce qu'on peut trouver dans du bytecode et dans un fichier .class. C'est une API moderne qui va utiliser des fabriques, des types scellés, l'immutabilité, et la génération se fait au travers de builders fournis en paramètres d'interface fonctionnelle. Ça nous permet de générer des fichiers classes, de faire la lecture et l'analyse de fichiers classes. On a des surcharges de la méthode parse de la classe classFile pour faire ça, avec différentes formes de parcours, notamment au travers d'itérables ou de streams. Et on a aussi la possibilité de faire des transformations de fichiers classes via des helpers. Alors, si on regarde un petit exemple rapide, je ne vais pas forcément le détailler, mais c'est pour vous donner une idée, parce que ce n'est pas forcément une API que tous les développeurs Java vont utiliser, mais ça peut être intéressant de connaître qu'elle existe. Donc là, ici, j'ai écrit un petit bout de code qui génère simplement une classe qui contient une seule méthode. Donc on voit que cette classe, elle va s'appeler entier-utils. Elle définit une méthode ajoutée. On fournit la signature de cette méthode. Donc elle renvoie un long et elle attend en paramètre deux int. Et on indique ici deux modificateurs. Un de visibilité, cette classe sera publique et elle sera statique. Et vous voyez qu'au travers de méthodes, on va fournir le bytecode de l'implémentation de cette méthode. Ici, je vais simplement ajouter les deux valeurs et retourner la somme. Si on exécute cette classe, ça nous génère un fichier entier-utils.class qu'on peut décompiler, par exemple avec JavaP, et on voit qu'effectivement, on a bien une classe, on a bien la méthode ajoutée, elle est bien statique, et là, le bytecode qui fait l'ajout des deux valeurs. Alors, si on regardait un petit peu l'équivalent en Java, alors une petite restriction près, c'est que comme c'est moi qui ai écrit le code et que je n'ai pas trop respecté ce que fait le compilateur Java-C, l'équivalent, ça serait cette classe à la restriction près que dans la classe que j'ai définie, il n'y a pas le constructeur par défaut. Petit exemple rapide de transformation. Donc là, l'idée, c'est que dans la méthode que je viens de générer, je veux remplacer les opérateurs d'ajout par un opérateur de soustraction. On pourrait imaginer qu'on voudrait faire manuellement une transformation pour faire du mutation testing, par exemple. Comment on fait ça? Il faut définir une instance de code transform. D'accord? Donc là, simplement, dans l'implémentation, j'indique que si mon instruction
Si ce que je suis en train de parcourir, c'est une instruction et que cette instruction est de type ajout, elle a ADD, je la remplace par LSUB et sinon, je remets l'instruction telle qu'elle, donc je la modifie pas. Une fois qu'on a fait ça, on définit une méthode transform, on a une méthode transforming code et on définit un class transform sur lequel on lui demande d'appliquer mon méthode transform. On peut simplifier un petit peu ça. On a un helper dans class transform qui est transforming method body sur lequel on passe directement notre code transform. Et puis à la fin, on applique cette transformation sur le bytecode qu'on aura obtenu ou chargé. Dernière API, les scope values. Historiquement, depuis Java 1.2, quand on veut partager des objets entre différents threads, on a des variables de type thread local qui sont notoirement connues depuis bien longtemps pour présenter différents risques parce qu'on manipule des données mutables. On a des risques de fuite de mémoire, notamment si par exemple on utilise un pool de thread et qu'on oublie d'enlever les valeurs, bah, elles restent stockées dans le contexte. Et puis, on peut avoir parfois aussi des problèmes de consommation de ressources parce que si on crée des threads 6, il y a une duplication de ces threads locaux. L'API Scope Value tente de remédier à ces inconvénients, notamment en permettant le stockage et le partage de données immuables et d'avoir un contrôle sur la durée de vie des traitements du thread qui les a écrits. C'était en incubation dans le JDK 20, il y a eu 4 previews dans le JDK 21-24 et c'est standard, pardon, ça devra être standard dans le JDK 25 dans la JEP 506. L'idée, c'est que comme avec les threads locaux, on crée une instance généralement statique publique. On a une fabrique pour ça, new instance. On va pouvoir définir le contexte au travers de la méthode where, qui nous renvoie à un scope value carrier pour définir une méthode. On peut chaîner éventuellement la définition d'autres valeurs en invoquant la méthode where de scope value carrier. Donc ça, c'est pour définir les différentes valeurs auxquelles qu'on souhaite partager. Et on va pouvoir exécuter du code, soit au travers d'un runnable avec la méthode run de carrier, soit au travers d'un callable ops, au travers de la méthode call. Ça, c'est pour la définition et l'exécution. Ce qui va être intéressant, c'est que les traitements qui sont exécutés vont pouvoir obtenir la valeur, soit en invoquant la méthode get, si la valeur est définie. Si elle n'est pas définie, on a une no such exception. Raison pour laquelle on a aussi une méthode isBound qui renvoie un booléen, qui indique si la valeur est associée au thread ou pas. Et on a aussi la possibilité, au travers de la méthode or else, de fournir soit la valeur si elle est définie, soit la valeur par défaut fournie en paramètre. Attention, cette valeur ne doit pas être nulle. Deux petites particularités. Comme c'est des données immuables, on va pouvoir réassocier une valeur à un traitement sous-jacent. Bien sûr, ça va renforcer l'utilisation d'une seconde invocation de la méthode run. Donc ici, je définis un scope value avec une certaine valeur. On va pouvoir exploiter cette valeur. Et dans le second traitement, ici qui invoque la méthode traitée d'une instance de mon service, je vais fournir une autre valeur. Il faut redéfinir un scope value et réindiquer les traitements qui auront accès à cette autre valeur. Et dès qu'on aura un retour ici de nouveau pour afficher la valeur, on réobtiendra la valeur du scope value initial. Et puis, chose intéressante, les scope values peuvent être partagés entre les différents threads d'un structure task scope dont on parlera juste un peu en fin de présentation. Ça, c'est les choses qui concernent généralement les développeurs. Il y a aussi tout un tas d'autres choses qui peuvent vraiment être intéressantes et auxquelles il faut vraiment s'attarder. Notamment, on a d'autres choses qui pourront parfois avoir un impact, soit de présent, soit de futur. La première, c'est que au travers de la JEP 472, on veut préparer les développeurs aux futures versions de Java où les interactions avec du code natif, entre autres, seront limitées. Donc, comme l'avait dit Bernard tout à l'heure, ça fait partie d'un ensemble de modifications qui sont en cours et qui vont intervenir dans la JVM pour arriver à rendre la JVM plus intègre et plus robuste, notamment en imposant de explicitement autoriser certaines fonctionnalités et notamment l'accès au code natif. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, la JVM va émettre des avertissements lors de l'utilisation de certaines fonctionnalités de JNI et de FFM. À partir du JDK 19, on a déjà une option Enable Native Access qui permet d'autoriser le code. On l'a vu précédemment. On peut le faire évidemment pour des unnamed modules. On peut le faire aussi sur des modules nommés. Là, l'idée, c'est d'introduire aussi une nouvelle option
qui s'appelle tiret-illégal-native access pour contrôler les opérations restreintes si l'accès natif n'est pas explicitement activé pour un module. On a, comme avec tiret-illégal access pour ceux qui l'ont connu à l'époque, quatre valeurs: allow, c'est autorisé; warn, qui, par défaut, qui est la valeur par défaut en JDK24 qui affiche un warning à la première invocation par un module. On a deny, qui est l'interdit et qui lève une exception de type illegal caller exception. Et puis, on a aussi un ajustement des restrictions sur l'utilisation de l'API FFM. Avant le JDK24, si on n'utilisait pas l'option -enable-native-access, on avait une exception de type illegal caller exception qui était levée. À partir du JDK24, ils ont aligné ce comportement entre FFM et JNI, ce qui fait que ces invocations émettent un avertissement, en tout cas pour l'instant, plutôt que de lever une exception. Ce qui fait que si on veut avoir le comportement précédent, il faut cumuler l'utilisation de -enable native access et de illegal native access à deny. On a aussi les fonctionnalités dépréciées. La première, c'est que les fonctionnalités d'accès à la mémoire native de SunMiscAnSafe sont dépréciées. SunMiscAnSafe, c'est une API dont on entend beaucoup parler, qui a été introduite dans le JDK 1.4, qui propose entre autres encore des méthodes pour accéder à de la mémoire heap et off heap. Et comme son nom l'indique, c'est des opérations qui ne sont pas sûres. Alors malgré ça, c'est largement utilisé dans différentes bibliothèques. Donc c'est pas forcément nous qui l'utilisons, mais c'est parfois les bibliothèques qu'on utilise, même s'il commence à réduire son utilisation. Là, l'idée, c'est que avec l'arrivée des modules, il va y avoir une restriction sur l'utilisation d'Unsafe, qui à la fin ne nous sera plus accessible. Mais le truc, c'est qu'au fur et à mesure des versions du JDK, on a des API plus sûres pour venir remplacer ces fonctionnalités d'Unsafe. On a notamment les varandles dans le JDK 9 et on a les memory segments dans FFM, qu'on a rapidement vu tout à l'heure, introduits en standard dans le JDK 22 pour faire ce genre de choses. Donc ces API sont intrinsèquement plus stables et plus fiables, donc il faut les utiliser. Et pour nous encourager à le faire, alors pas forcément nous, mais au moins savoir que certaines fonctionnalités ou dépendances qu'on utilisent unsafe, un warning va être émis. D'accord? Le but, c'est de nous avertir que dans un futur plus ou moins proche, ben, ces fonctionnalités-là ne seront plus accessibles. Donc, ça va nous aider à identifier, en tout cas, les utilisations directes ou indirectes de ces fonctionnalités. On a aussi une nouvelle option, SunMiscAnSafe Memory-Access de la JVM, qui va nous permettre d'évaluer l'impact de la dépréciation de ces méthodes. On retrouve classiquement les valeurs allow, warn, debug et deny, bah, qui vont nous permettre d'autoriser, d'avoir un warning à la première invocation, d'avoir un warning à chaque invocation et la stack trace, et deny ben, qui est une vision sur le futur, puisqu'on aura une unsupported operation exception qui sera levée. On a aussi un événement JFR, Deprecated Invocation, qui permet d'obtenir ces cas-là. Et puis, on a une autre JEP, la JEP 498, qui nous émet un warning systématiquement, un warning à chaque première invocation des méthodes d'accès à SunMiscAnSafe. Là, ici, vous avez un petit exemple que j'ai eu assez récemment en lançant un build Maven. Donc, il y a un des plugins qui utilise Guava 25.1 et Guava 25.1 utilise encore des fonctionnalités d'unsafe. Donc voilà, au moins maintenant, on est averti. On a un certain nombre d'autres fonctionnalités dépréciées. Là, je vous encourage à aller voir des sites comme Java Almanac qui nous fournissent en fait comparativement entre chaque JDK quelles sont les classes ou les types qui sont dépréciés. On a aussi certains outils, JStatD, JHSDB et JRunScript qui sont dépréciés. Deux modes de logmocking, LM Legacy et LM Monitor qui sont dépréciés, et aussi plusieurs options de la JVM qui n'étaient pas standards, pour lesquelles il existe des fonctionnalités standards de remplacement, donc il faut les utiliser, elles ont été dépréciées. Chose un petit peu plus embêtante, ça c'est depuis le JDK 11, on a des fonctionnalités retirées. Alors la première, ça a été dit pareil dans la journée, les portages 32 bits sont tous retirés parce qu'ils sont de moins en moins utilisés, et notamment le portage de Windows qui a été supprimé dans le JDK 24, sachant que le Windows 10
qui est la dernière version qui propose un support 32 bits, arrive en fin de vie en octobre 2025. Et le portage de Linux 32 bits est supprimé dans le JDK 25. La seule possibilité qui nous restera à partir du JDK 25 de faire une exécution de Java sur les versions ultérieures, c'est d'utiliser le portage 0, qui est une implémentation du JDK qui n'a aucune instruction assembleur, donc qui est que du C ou du C++. Ah, alors on ne sera pas tous concernés, mais pour certains, on pourra l'être. Le Security Manager, dont on a entendu longtemps parler, est maintenant désactivé de manière permanente. Il s'est déprécié depuis le JDK 17. Là, il est complètement désactivé et on ne peut plus l'activer, ni au lancement de la JVM avec des options, ni en utilisant l'API en cours d'exécution. Donc le Security Manager n'est plus fonctionnel, il est toujours là pour l'instant pour des raisons de compatibilité, mais on ne peut plus l'utiliser à partir du JDK 24. Normalement, sa suppression devrait intervenir dans une version future de Java. On a d'autres fonctionnalités retirées. Alors, c'est pareil, j'en ai sélectionné quelques-unes, notamment les méthodes suspend et résume des classes RED et thread group dans le JDK 23. Elles étaient dépréciées depuis longtemps parce qu'elles pouvaient engendrer des deadlocks. On a le module JDK random qui était supprimé du JDK 24 et les fonctionnalités qu'elle incluait ont été déplacées dans JavaBase. Donc, vous pourriez avoir des problèmes de dépendance parce que JDK random n'existe plus, mais les fonctionnalités sont toujours là. Donc là, il suffit simplement de retirer la dépendance. On a aussi la délégation de sujets dans JMX pour préparer la suppression du Security Manager qui sont retirés. Et on a les mlets de JMX qui sont retirés. On a aussi deux options de la JVM qui sont retirées. Des évolutions dans la JVM Hotspot, ça a été indiqué, je ne vais pas forcément le redétailler, mais dans le JDK 22, on a la possibilité d'avoir plusieurs fichiers sources plutôt qu'un unique fichier source qui soit directement exécuté et compilé par la JVM sans une compilation explicite. Ça, c'est plutôt sympa. Ça a été dit tout à l'heure. Je ne veux pas forcément faire une redite. Juste petite précision, eh bien, ça a été dit précédemment, seuls les fichiers sources dont les types sont utilisés sont compilés, contrairement à ce qu'on peut avoir dans une compilation classique. On ne peut pas avoir plusieurs types qui soient déclarés dans plusieurs fichiers sources et on n'a pas de garantie sur l'ordre dans lequel la compilation va se faire. Ça, c'est la JVM qui gère ça. Et puis, si jamais une classe qui est utilisée dans le même fichier source, elle est directement compilée et n'est pas recherchée. On a aussi différentes évolutions dans le GC. Je ne vais pas forcément les détailler, mais ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes, notamment parce qu'il y a même des évolutions dans Serial GC. Donc, on a vraiment beaucoup d'évolutions qui sont proposées dans les GC, qui peuvent soit réduire les ressources, soit améliorer les performances. Donc, ça, c'est vraiment des arguments qui peuvent être utilisés pour justifier une montée de version. Au niveau de J1, on a aussi pas mal de petites choses alors, qui peuvent améliorer les performances et notamment une en particulier qui déplace en fait la gestion des barrières de mémoire en début de cycle d'optimisation à la fin pour avoir directement du code assembleur. C'était déjà une fonctionnalité déployée dans ZGC, maintenant elle est aussi implémentée dans J1. Ça a été dit tout à l'heure sur la présentation sur les GC. ZGC maintenant ne fonctionne plus qu'en mode générationnel, en tout cas à partir du JDK 24, et Shenandoah a introduit une version expérimentale aussi d'un mode générationnel. On a aussi dans la JEP 491 dans le JDK 24 une fonctionnalité qui nous permet d'éliminer le cas le plus fréquent d'épinglage d'un thread virtuel à son thread porteur, le cas où on utilisait Synchronize. Pourquoi? Parce que Synchronize a été intégralement réimplémenté pour ne plus que les threads virtuels s'appuient sur leur thread porteur pour gérer l'acquisition et la libération des moniteurs. Donc, on n'a plus besoin de remplacer l'utilisation de Synchronize par des entrants lock. Du coup, la propriété système JDK trace Pine Thread est supprimée. Et pour les quelques rares cas, notamment lors de l'utilisation de JNI, où il y a encore des cas de pinning, on peut les détecter avec l'événement JFR Virtual Thread Pined. Je vais pas forcément détailler, mais ça a été un petit peu évoqué. On a des fonctionnalités qui nous sont introduites à partir du JDK 24 et en 25 pour l'AOT, l'Ahead of Time, notamment avec la JEP 483. C'est des contributions du projet Leiden qui vise à réduire le temps de démarrage et les ressources nécessaires pour obtenir
la quintessence des performances de la JVM. En fait, une classe, quand elle est chargée dans la JVM, elle se fait au travers d'un class loader. Ça a un coût parce qu'il y a un certain nombre d'opérations qui doivent être faites de recherche, de chargement, de vérification, de création d'une instance de point classe, de liaison de la classe et d'exécution d'initialisation statique. Et puis, on a aussi tout un aspect qui peut être intéressant, mais parfois un petit peu pénalisant, de dynamisme de la JVM, ce qui fait qu'une liste de classes à charger au démarrage d'une application n'est pas forcément fixe. Et elle peut évoluer dans le temps. Le but de cette JEP, c'est de réduire le temps en créant un cache directement des classes qui seront déjà dans un état chargé et lié. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une fonctionnalité qui s'appuie sur quelque chose qui a été introduit en open source dans le JDK CDS et ultérieurement AppCDS. Trois étapes pour la mise en œuvre. La première, c'est qu'il va falloir exécuter l'application dans un mode enregistrement. Deux options pour ça. AOT mode qu'il faut placer à record et avec AOT configuration, lui préciser le nom d'un fichier. Donc, on exécute notre application. La JVM va enregistrer, créer un fichier de configuration. Deuxième étape, il faut créer un cache. On réutilise l'option AOT mode, ce coup-ci avec la valeur create. On lui passe le fichier de configuration et avec une troisième option AOT cache, on lui précise le nom. Et après, ben, pour les exécutions ultérieures, on reprécise simplement le nom du cache. Ce qui va être intéressant, c'est que contrairement à GraalVM qui est dans un closed world, dans un monde fermé, en fait, on va avoir ce cache. La JVM va profiter de ce cache, mais si jamais, par exemple, il y a une classe qui n'est pas chargée ou qui n'est pas présente dans ce cache, tous les aspects dynamiques de la JVM continuent à fonctionner. Ça, c'est plutôt cool. Attention à plusieurs choses. La première, c'est que le mode d'enregistrement doit être similaire à la prod. Donc, ne pas utiliser de suite de tests, se concentrer sur un éventail assez large de scénarios. Il faut aussi que toute l'exécution se fasse sur un même JDK avec une même architecture matérielle, donc le même type de CPU et le même système d'exploitation. Et attention, notamment si vous utilisez des modules, il faut que le graphe de module soit cohérent. Donc attention à l'utilisation des arguments qui changent ou qui peuvent modifier ce graphe. Et il ne faut surtout pas utiliser des options qui peuvent venir modifier ce graphe. Attention aussi, pas d'exécution avec l'utilisation d'agents JVMTI qui pourraient venir dynamiquement modifier les classes qui sont chargées. Et il n'y a pas de support actuellement de ZGC. Au niveau du JDK 25, deux évolutions. La première, c'est qu'ils ont simplifié dans des cas les plus courants la création du cache qui se faisait en deux étapes. Là, on va pouvoir le faire directement en une seule. OK? Alors, ça veut dire que c'est la JVM elle-même qui va faire les deux étapes, mais nous, on n'aura qu'une seule fois à invoquer la JVM pour enregistrer le fichier de configuration temporaire, créer le cache qui sera supprimé par la JVM. Et autre fonctionnalité qu'on devrait avoir dans le JDK 25, Ahead of Time Method Profiling. Là, l'idée, c'est que la JVM collecte des informations sur l'exécution des méthodes pour fournir au JIT ces informations plutôt que d'attendre les exécutions et donc réduire le temps de warm-up. Cette fonctionnalité est intéressante parce qu'elle ne remplace pas et n'empêche pas le profilage et l'exécution. Elle vient juste fournir des informations initiales au JIT. On a un certain nombre de nouveaux événements JFR. Je vous laisserai regarder si vous avez besoin. Et dans le JDK 25, on devrait avoir en standard des travaux issus du projet Lilliput, dont le but est de réduire la taille des headers des objets Java. Je ne vais pas forcément le détailler. Ce n'est pas activé par défaut, même si c'est une fonctionnalité standard. Si vous voulez en profiter, il faut utiliser l'option Use Compact Object Header. Certains tests ont déjà démontré que ça permettait une réduction de la mémoire de l'ordre de 10 à 20%. Et bien sûr, ça réduit un petit peu la consommation CPU et le nombre de garbage qui sont effectués par G1 et Parallel GC. Deux petites limitations. Le heap est limité à 8 Teraoctets, sauf sur ZGC, et vous ne pouvez pas avoir plus de 4 millions de classes dans la JVM. Je ne vais pas forcément détailler parce que je suis un peu court en temps, mais vous avez des évolutions dans Java C, notamment un bug qui a été corrigé sur l'utilisation de finale. On a la politique de gestion des annotations par défaut de Java C aussi qui a changé. Avant, il allait automatiquement chercher les processeurs. Maintenant, il faudra demander à la JVM d'aller rechercher ces processeurs avec une option "-proc de point full". On a aussi un nouvel avertissement, Dangling Doc Command, qui nous permet de détecter des problèmes liés au placement de commentaires Javadoc. Ici, je mets un commentaire sur un import. Donc forcément, si j'active ce nouvel avertissement, le compilateur m'avertira.
On a des choses au niveau de Javadoc aussi pour supporter les scripts, notamment les modules dans les scripts, et on a un nouveau panneau de navigation structurelle dans la documentation Javadoc. On a aussi, ça concerne plus les fournisseurs. Dans le JDK 24, pour les fournisseurs, ils auront la possibilité de créer des JDK sans Gmod, donc pour réduire la taille des JDK, sans fournir les modules dans l'environnement d'exécution et dans le répertoire Gmod. Ces Gmod ne sont utilisés que par Glink. Donc, si on veut juste avoir un environnement d'exécution, ça pourra permettre d'obtenir des JDK avec une taille réduite de 25%. On a aussi d'autres évolutions dans le JDK, notamment des options dans l'outil jar qui nous permet de préciser le répertoire de destination et de garder les fichiers existants plutôt que de les écraser. On a deux nouvelles commandes de JCMD concernant les threads virtuels. On a un support aussi des versions 4 et 5 de Wix sous Windows de JPackage. Rapidement, des évolutions relatives à la sécurité. Je ne vais pas forcément détailler non plus parce que ça a déjà été dit par Bernard. On a différentes évolutions pour des fonctionnalités qui renforcent la sécurité, notamment une API de dérivation de clés introduite en standard dans Java 25 et des premiers algorithmes de type ML, donc lattice-based, des algorithmes qui seront en tout cas dans un premier temps, plus résistants aux attaques aux informatiques quantiques, notamment pour de la signature numérique et pour de l'encapsulation de clés. On a aussi, et ça c'est vraiment des arguments qui peuvent être utilisés pour justifier la migration au JDK 25, des mises à jour de certificats, la désactivation de certains algorithmes qui sont considérés comme non sûrs, notamment ceux TLS-RSA, un support du Kitchen Store Root de Mac, et différentes fonctionnalités qui peuvent être plutôt intéressantes. Des fonctionnalités en preview, en fait, c'était basiquement celles qui étaient dans le JDK 24 qui restent. Les primitives type pattern, instance of et switch qui restent en preview pour une troisième preview. La structure de concurrency pour une cinquième preview. Attention, il y a eu une grosse modif dans l'API. L'API vector qui est introduit pour une 10e incubation et les stable values. Là, je vous renvoie vers la présentation de Rémi. Conclusion, Java poursuit son évolution en respectant son modèle de release. La liste des fonctionnalités de JDK 25 n'est pas encore complètement figée. On l'a vu, il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui peuvent être sympas dans la syntaxe, dans les API, une utilisation plus moderne, notamment avec FFM et le projet Panama, des choses concernant la programmation parallèle avec le projet Loom, des évolutions dans la JVM avec le projet Leiden, dans l'outillage, dans la sécurité. Tout ça pour permettre à Java de rester pertinent aujourd'hui et demain. Donc n'hésitez pas à télécharger un JDK 25 en Early Access et au mois de septembre, de télécharger la version GA du JDK 25. Et c'est tout pour moi.